Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de la cinématique et plus particulièrement, nous allons travailler sur des méthodes qui vont te permettre de déterminer une loi entrée-sortie en vitesse en utilisant la condition de non-glissement sur le mécanisme variateur à plateau. Dans cette vidéo, les thèmes abordés seront la loi entrée-sortie, la condition de non-glissement, le vecteur vitesse de rotation et le variateur à plateau qui est le mécanisme que nous allons étudier. Avant de commencer cet exercice, faisons un rappel sur les différentes méthodes qu'il te faut connaître pour déterminer une loi entrée-sortie d'un mécanisme. Les méthodes sont fermeture géométrique, la fermeture angulaire, le produit scalaire constant de deux vecteurs d'orientation, la fermeture cinématique, la prise en compte de la condition de non-glissement. Dans cette vidéo, nous allons aborder la méthode de la prise en compte de la condition de non-glissement dans le mécanisme du variateur à plateau. Soit un variateur à plateau, représenté sur le schéma cinématique ci-contre. Donc tu as un plateau moteur D2, qui est représenté en bleu, qui va transmettre l'énergie à un galet D1, représenté en orange, qui à son tour va transmettre de l'énergie au plateau en vert, qui est le plateau récepteur. Tu as également un repère fixe, donc OXYZ, donc il est fixe parce qu'il est lié donc bien tout simplement à la partie fixe du mécanisme qui est représentée sur ce schéma, on le verra dans un deuxième temps, mais la partie en noir. Ensuite, soit O1, le centre du galet D1, qui est ici, soit O2, le centre du plateau moteur, qui est ici. Le plateau D2 roule sans glisser sur le galet D1 en P. Pour l'instant, je ne t'en dis pas plus parce que nous allons revenir sur ce point. Les distances qui vont te permettre de positionner le point P sont caractérisées par donc, le vecteur O2P. Donc O2P, cette distance-là, est égale à R2. Et ensuite, la deuxième distance, caractérisée par le vecteur O1P, donc O1P, et donc cette distance sera égale à R1. Voici une vidéo qui est une simulation cinématique de notre mécanisme variateur à plateau sur lequel nous avons uniquement représenté le plateau moteur D2 qui est en bleu et le galet D1 qui est en orange. Sur ce mécanisme, nous pouvons identifier les différents groupes cinématiques ou classes d'équivalence. Tu as le bâti qui est en noir, qui est la partie fixe du mécanisme et qui l'on notera 0. Tu as ensuite le plateau moteur D2 qui est en bleu et que l'on notera 2. Enfin, tu as l'ensemble arbre plus galet D1 en jaune que l'on notera 1. La condition sans glissement en P est importante. Pour ce mécanisme, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si ton plateau moteur bleu glisse sur le galet jaune, soit il ne va pas l'entraîner, soit il va l'entraîner avec un mouvement saccadé. Par conséquent, l'énergie mécanique ne sera pas transmise dans les conditions optimales. Tout cela dépend du cône de frottement d'adhérence, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc nous n'en parlerons pas. Identifions les liaisons entre les principaux groupes cinématiques. Donc, entre 0 et 1, il y a un pivot d'axe X. Donc, tu as une rotation qui est permise autour de l'axe X. En effet, donc, le bâti qui est ici en noir, l'arbre ici en orange qui est relié donc au galet D1, cet ensemble donc, sera en liaison pivot d'axe X autour de ce bâti. Ensuite, entre 0 et 2, tu as une liaison pivot glissant d'axe Z. Donc une rotation est permise autour de l'axe Z ainsi qu'une translation possible. Tu as le symbole ici de la liaison pivot, donc tu remarques que tu n'as pas ici les barres qui arrêtent la translation dans la liaison
dans la liaison donc pivot glissant. Et donc, tu as ici l'arbre en bleu qui est relié au plateau moteur D2, donc qui va tourner autour du bâti ici qui est en noir. Enfin, entre 1 et 2, tu as en P une liaison ponctuelle. Sur cette simulation, tu as 3 axes. Tu as l'axe X qui est en rouge, ici, l'axe Y qui est en vert, et l'axe Z qui est en bleu. L'arbre solidaire au galet jaune réalise une liaison pivot d'axe X avec le bâti. La liaison pivot d'axe X est une rotation autour de l'axe X. Donc nous allons paramétrer ce mécanisme. Le paramétrage adapté à un mouvement de rotation, puisqu'ici on a bien un mouvement de rotation du galet jaune, sera donc une position angulaire θ1, qui va permettre de définir la position angulaire du repère O1, Y1, Z1, X lié au galet jaune. Voilà, tu retrouves ici donc ton repère fixe, donc O, X qui est vers nous, Y et Z, et ensuite tu as un repère ici en blanc qui est lié au galet jaune et qui va tourner donc en même temps que le galet jaune va tourner. Donc on pourra repérer les points du galet jaune grâce à l'angle θ1. L'angle orienté YY1, tu as bien compris, donc YY1 représente l'angle θ1. La vitesse de rotation donc du plateau, donc du disque D1 par rapport à R, donc le bâti, on notera θ1 point, et donc elle est portée par le vecteur X puisque la rotation est autour de X. Enfin, on te rappelle la condition qui était donnée à l'énoncé, c'est-à-dire que le vecteur O1P est égal à R1 fois Z. Et on retrouve donc cette distance R1 qui est ici, et donc qui représente la distance entre le point O et le point P. Paramétrons maintenant le plateau moteur bleu. Donc nous retrouvons à nouveau les 3 axes, l'axe X en rouge, l'axe Y en vert et l'axe Z en bleu. L'arbre solidaire au plateau moteur bleu réalise une liaison pivot d'axe Z avec le bâti. La liaison pivot d'axe Z, c'est une rotation autour de l'axe Z. On voit bien ici le plateau qui tourne par rapport au bâti. Nous allons maintenant paramétrer cette rotation. Le paramétrage adapté à un mouvement de rotation sera donc cet angle θ2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le repère fixe, donc O, X, Y, et cette fois c'est Z qui est vers nous. Et ensuite, on a le repère en blanc, X2, Y2, avec Z qui est toujours vers nous, et qui sera donc relié au plateau moteur en bleu. La définition ici d'une position angulaire θ2 va être la plus adaptée et va nous permettre de définir la position angulaire du repère O2, X2, Y2, Z lié au plateau moteur bleu. On définira également la vitesse de rotation, qui représente donc la vitesse du plateau D2 par rapport au référentiel fixe, qui est lié au bâti. On te rappelle également donc la condition avec la distance ici, donc OP donc, est égal à R2, donc le vecteur O de P est égal à R de X. La condition de non-glissement entre le galet D1 et le plateau D2 implique que D1 roule sans glisser en D2 au point P qui est ici. Ce point P est bien immobile. Par conséquent, la vitesse de P appartenant à D2 par rapport à D1, qui serait égale aussi à la vitesse de P appartenant à D1 par rapport à D2, est égale au vecteur nul, puisque ce point P ici est immobile. Donc sa vitesse sera égale à 0.
De plus, on te rappelle donc les conditions qu'on a définies précédemment, donc l'angle θ1 et l'angle θ2, et également les vitesses de rotation donc du galet D1 par rapport au repère fixe, et la vitesse de rotation du plateau moteur en bleu par rapport au repère fixe, θ2 points. Recherchons maintenant des relations qui vont nous permettre de faire apparaître θ1 point et θ2 point et de les relier ensemble. Voyons un rappel. Exprimons la condition des vecteurs vitesse pour obtenir la vitesse du point P qui appartient à D2 par rapport au référentiel R0 et la vitesse du point P qui appartient à D1 par rapport au référentiel R0. Pour cela, nous allons voir le rappel sur la composition des vecteurs vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R1, c'est égal à la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R0 plus le vecteur vitesse de P appartenant à R0 par rapport à R1. C'est une espèce de relation de Schall appliquée pour les vitesses. Ensuite, ici, on inverse donc les deux référentiels, donc ça revient à mettre un signe moins devant le vecteur vitesse. Alors, pourquoi on écrit cela? Tu le verras par la suite, c'est pour faire apparaître les vecteurs vitesse de rotation. Donc, appliquons cela maintenant à notre exemple. Donc, on applique donc une composition des vecteurs vitesse au point P. Donc, la vitesse de P appartenant à D2 par rapport à R0, plus le vecteur vitesse de P appartenant à R0 par rapport à D1 est égal au vecteur nul. Là, on est reparti de cette vitesse et on a fait une composition des vitesses en P, en passant par le référentiel R0. Ensuite, on va réécrire ceci comme cette façon-là. On va juste inverser les deux référentiels. Donc la vitesse de P appartenant à D2 par rapport à R0, c'est moins la vitesse de P appartenant à D1 par rapport à R0. Nul. Et maintenant, nous allons voir une deuxième formule en rappel, qui est le champ des vecteurs vitesse des points d'un solide. Donc l'idée en fait de cette formule, ça va être, grâce à cette formule, d'introduire le vecteur rotation, qui est ici, le vecteur vitesse de rotation, et donc on va le faire apparaître en utilisant cette formule. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette formule? Elle nous dit que la vitesse du point P, qui appartient à R1 par rapport à R0, c'est la vitesse d'un des points du solide. Ici, on va choisir le point O1, et volontairement, je vais t'expliquer pourquoi après. C'est la vitesse de O1 appartenant à R1 par rapport à R0, plus le vecteur rotation, vitesse de rotation de R1 par rapport à R0, vectoriel O1P. Alors pourquoi on a choisi ici le point O1? Tout simplement parce que O1 est un point fixe, puisque c'est le centre de la rotation, je te rappelle. Donc c'est un point qui sera fixe dans R0 et qui est également fixe dans le repère R1. Donc dans ces conditions-là, O1 est fixe à la fois dans R1 et à la fois dans R2, donc sa vitesse sera égale à 0. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi ce point-là, parce qu'on voulait que la vitesse soit égale à 0 afin de simplifier cette expression-là. Donc si on applique ceci maintenant à notre exemple, donc on applique la formule des champs de vecteurs vitesse d'un point d'un solide pour faire apparaître θ1 point. Donc la vitesse de P qui appartient à D1 par rapport à R0, c'est la vitesse du point O1, donc le centre de la rotation du pivot qui appartient à D1 par rapport à R0, plus le vecteur vitesse de rotation D1 par rapport à R0, vectoriel O1P. Le vecteur vitesse ici est égal à 0, vecteur nul, et ensuite, le vecteur rotation c'est θ1 point fois le vecteur x, vectoriel, et O1P c'est R1Z. Le produit vectoriel étant linéaire, on peut sortir les constantes en fait, et donc on les remet devant l'opérateur. Donc θ1 point fois R1 fois entre parenthèses x vectoriel Z. Voyons une astuce pour calculer rapidement le produit vectoriel entre deux vecteurs unitaires d'un même repère direct. Soit le rappel suivant. Donc soit le repère direct OXY. Écrivons les vecteurs unitaires les uns à la suite des autres dans le sens direct. Donc on vient d'écrire ici les vecteurs dans le bon ordre. Donc x, y, z, x, y, z, x, y, z. Plaçons ensuite des flèches. Donc lorsqu'on se déplacera dans le sens direct, x, y, z, x, y, z, on aura le symbole plus. Lorsqu'on se déplacera dans l'autre sens, on donnera le symbole moins.
Appliquons ceci avec la méthode. Alors, si tu dois calculer x vectoriel y, donc x vectoriel y, tu te déplaces dans ce sens-là, donc le résultat, ça sera z. Et comme tu te déplaces dans ce sens-là, suivant cette flèche, ça sera un plus. Donc x vectoriel y, ça sera égal à plus z. Z vectoriel x, donc là tu es là, ou tu te mets là. Z vectoriel x, donc z est ici, vectoriel x, donc tu te déplaces toujours dans le sens plus, donc tu obtiendras y, zx, y, donc z vectoriel x est égal à plus y. Voyons maintenant y vectoriel x. Y est ici, x est là, donc là tu te déplaces dans le sens inverse, donc y vectoriel x sera égal à moins z, parce qu'on se déplace suivant cette flèche-là, donc ce sera un signe moins, et donc dans le sens y vectoriel x, la variable après, du moins l'axe prochain, c'est z. Donc y vectoriel x sera égal à moins z. Enfin, x vectoriel z, donc x vectoriel z sera égal à moins y, parce qu'on se déplace toujours pareil dans le sens négatif. Appliquons maintenant cela à notre exemple. Donc on avait la relation x vectoriel z. Donc x vectoriel z, on se déplace dans le sens moins, donc on aura un signe moins, et x vectoriel z sera égal à moins y. Donc on remplace ici, et on obtient bien moins y. Fini de simplifier cette expression, et on obtient que la vitesse de P appartenant à D1 par rapport à R0, c'est moins θ1 point fois R1 fois le vecteur y. Faisons le même raisonnement avec le vecteur vitesse v du point P qui appartient à D2 par rapport à R0. Voyons un rappel. Donc le champ des vecteurs vitesse des points d'un solide, qui est la même formule que nous avons vue tout à l'heure, donc la vitesse de P appartenant à R1 par rapport à R0, c'est égal au vecteur vitesse O1 qui appartient à R1 par rapport à R0, plus le vecteur vitesse de rotation de R1 par rapport à R0, vectoriel O1P. Avec ici le point O1 qui sera choisi de telle sorte à ce que ce soit un point fixe dans R0 et dans R1, afin que le vecteur vitesse soit égal au vecteur nul. On applique cela donc sur la deuxième vitesse, que nous avions définie tout à l'heure en appliquant la condition de non-glissement. La vitesse du point P appartenant à D2 par rapport à R0, c'est la vitesse du point O2 qui appartient à D2 par rapport à R0, plus le vecteur vitesse rotation de D2 par rapport à R0, vectoriel O2P. La vitesse du point O2 appartenant à D2 par rapport à R0 est égale à vecteur nul. Le vecteur vitesse de rotation est égal à θ2 point fois l'axe Z, vectoriel R2X. On fait sortir les constantes comme tout à l'heure, donc on a θ2 point fois R2 fois, entre parenthèses, Z vectoriel X, et on applique la formule Z vectoriel X sera égal à plus Y, puisqu'on va dans le sens positif. Par conséquent, la vitesse de P appartenant à D2 par rapport à R0 sera égale donc à plus θ2 point fois R2 fois Y. Par conséquent, si nous reprenons notre relation de départ, qui était que la vitesse de P appartenant à D2 par rapport à R0 moins la vitesse de P appartenant à D1 par rapport à nul, on remplace les vitesses par les deux expressions qu'on a trouvées précédemment. Pour la première, on a trouvé plus θ2 point fois R2 fois le vecteur Y, moins pour la deuxième, moins θ1 point, R1 fois le vecteur Y égale au vecteur nul. On simplifie, on met le vecteur Y en facteur, et donc cette condition sera vérifiée à la seule condition que le scalaire soit égal à 0. Donc θ2 point fois R2 plus θ1 point fois R1 doit être égal à 0. Seconde question, déterminer le vecteur de rotation de roulement et le vecteur de rotation de pivotement du mouvement de D2 par rapport à D1. Voyons un rappel. Soit D1 et D2, deux solides en contact ponctuel au point P. Le premier solide 1, le deuxième solide 2, qui sont en contact ponctuel au point P. Soit un plan tangent à ces deux solides, qui est le plan en bleu. Donc oméga de D2 par rapport à D1, c'est oméga t de D2 par rapport à D1 plus oméga n de D2 par rapport à D1. Ici on a le vecteur oméga de D2 par rapport à D1. Et donc
oméga n de D2 par rapport à D1 sera par définition le vecteur de rotation de pivotement du mouvement de D2 par rapport à D1. Ce vecteur est orthogonal au plan tangent. Donc on l'a ici. C'est bien un vecteur qui est orthogonal au plan tangent. Et donc c'est bien oméga n de D2 par rapport à D1. Ça sera le vecteur rotation de pivotement du mouvement de D2 par rapport à D1. Ensuite, tu as le vecteur de rotation oméga t de D2 par rapport à D1, qui est le vecteur rotation de roulement du mouvement de D2 par rapport à D1. Ce vecteur est parallèle au plan tangent. Il est ici. Oméga t de D2 par rapport à D1. Donc, oméga de D2 par rapport à D1, c'est bien la somme de ces deux vecteurs. Voyons le premier point de la méthode. Détermination du plan tangent commun à D2 et à D1 en P. Pour cela, regardons le schéma cinématique afin d'identifier le plan tangent. Comme D2 est tangent à D1, le plan tangent sera donc le plan contenant D2. Par conséquent, le vecteur rotation de pivotement du mouvement de D2 et D1, qui est oméga n de D2 par rapport à D1, sera donc orthogonal à ce plan tangent, et donc il sera porté par l'axe Z. Le vecteur rotation de roulement du mouvement de D2 et D1, qui est oméga t de D2 par rapport à D1, quant à lui, doit être parallèle au plan tangent, donc il sera contenu dans la base XY. Réécrivons le vecteur vitesse de rotation oméga de D2 par rapport à D1 afin d'identifier oméga n et oméga t. Pour cela, nous allons utiliser la décomposition des vecteurs vitesse de rotation. Voici un rappel qui te dit que la composition des vecteurs vitesse de rotation, oméga de R2 par rapport à R1, c'est égal à oméga de R2 par rapport à R0 plus oméga de R0 par rapport à R1. Appliquons la composition des vecteurs vitesse de rotation au vecteur rotation oméga de D2 par rapport à D1 afin de faire apparaître le vecteur de rotation de roulement de S2 par rapport à S1 qui est oméga t de D2 par rapport à D1 et le vecteur de pivotement de S2 par rapport à S1 qui est oméga n de D2 par rapport à D1. Donc d'après la composition des vecteurs vitesse de rotation, oméga de D2 par rapport à D1, c'est égal à oméga de D2 par rapport à R0, plus oméga de R0 par rapport à D1. On réécrit ceci, donc on inverse juste ici les référentiels, de telle sorte identifier donc la vitesse oméga de D1 par rapport à R0, qui est θ 1 point, et donc on écrit signe moins à ce niveau-là. Ensuite, oméga de D2 par rapport à D1, donc c'est égal à θ 2 points par définition, moins θ 1 point, par définition, sachant que θ 2 points R2 plus θ 1 point R1 est égal à 0, c'est la relation que nous avons obtenue précédemment, alors on peut exprimer θ 2 points en fonction des paramètres du système, qui sont θ 1 point R1 et R2. Et donc θ 2 points est égal à moins θ 1 point R1 et R2. On remplace ensuite cette valeur à ce niveau-là, et donc on réécrit le vecteur vitesse de rotation, oméga de D2 par rapport à D1, donc c'est égal à moins θ 1 point fois R1 sur R2 fois Z, moins θ 1 point fois X. Nous venons de démontrer les expressions suivantes, c'est-à-dire que oméga de D2 par rapport à D1, c'est égal à moins θ 1 point X, moins θ 1 point R1 que divise R2. Maintenant, nous arrivons à la dernière étape. Nous allons identifier oméga t de D2 par rapport à D1 et oméga n de D2 par rapport à D1. Par identification, le vecteur de rotation de roulement du mouvement de D2 par rapport à D1 est oméga t, D2 par rapport à D1, c'est égal à moins θ 1 point X. Pourquoi? Parce que je te rappelle qu'on a dit précédemment que ce vecteur de rotation était porté par la base XY. Donc forcément, dans cette composante-là, forcément c'est cette composante-là, celle qui est suivant X, qui sera oméga t. De même, on identifie le vecteur rotation de pivotement du mouvement de D2 et D1. Oméga n, je te rappelle qu'il est normal au plan tangent,
Donc il doit avoir une direction qui est suivant Z, donc ça sera cette composante-là. Oméga n de D2 par rapport à D1 est égal à moins θ1 point R1 que divise R2 fois Z. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation. Si tu as d'autres exercices que tu ne comprends pas, tu peux faire une demande d'adhésion à notre groupe Facebook sur www.facebook.com/groupe avec un S/soutien scolaire gratuit et demander de l'aide à l'un de nos professeurs. C'est un service qui est gratuit. À très bientôt sur avenircours.com.